Les économistes libéraux, les plus grands, les plus mathématiciens, les plus prestigieux, les prix Nobel, ont démontré depuis environ 25 ans que le théorème de la main invisible ne marche pas, que c'est une foutaise. Ils l'ont démontré. Alors que ce soit des choses que subodoraient beaucoup de gens depuis longtemps. Keynes, par exemple, l'avait subodoré depuis fort longtemps, puisqu'il pensait que la notion d'équilibre était une notion qui était absolument inadaptée à l'économie. Bon, c'était la notion de déséquilibre. Que fondamentalement, l'économie était quelque chose de chaotique. Mais les économistes, les purs, les durs, les méchants, les libéraux, les plus prestigieux, ceux qui sont drapés dans tout le prestige de la science la plus dure qui soit, ont dit, Gérard Debreu, prix Nobel en tête, on dit, il y a 25 ans, ça ne marche pas. Un marché, ça ne fonctionne pas. Ça ne conduit pas à l'équilibre, c'est pas efficace. Alors, retenez bien ces deux choses. Un marché, ça ne conduit pas à l'équilibre. Donc la loi de l'offre et de la demande, ça ne veut rien dire. Et ensuite, un marché, ce n'est pas efficace. Si vous laissez faire le marché, vous aurez la pire des solutions. Si vous laissez faire, vous aurez la pire des solutions. Merci, messieurs les libéraux, de nous l'avoir dit quand même. On s'en doutait un petit peu, mais c'est bien que ce soit vous qui l'ayez dit. Donc quelqu'un qui aujourd'hui dit la main invisible, dit la loi de l'offre et de la demande, dit le marché, dit l'équilibre, dit l'efficacité, que c'est quelqu'un qui soit un escroc, ça arrive assez souvent, soit se voile les yeux, ça arrive aussi, quelqu'un qui ne veut pas voir, hein, ce qu'un Sartre appelait un salaud, quelqu'un qui sait mais qui ne veut pas dire, soit c'est quelqu'un qui est incompétent, bon ça arrive aussi. Bien sûr. Supposedly they're supporting free trade. But what does free trade mean? First of all, a country like the United States, and the same is true to a lesser degree of Europe, can't participate in free trade agreements just for reasons of logic. They don't accept markets at home. If you don't accept markets at home, you can't be involved in free trade agreements. So it takes the U.S. economy, which is core of the post-war world economy. It's based significantly on the dynamic state sector of the economy. And take the place where we're sitting, MIT. And what is MIT? Major, maybe the world's greatest technical institute, but it's also a funnel by which public funds end up in the pockets of private corporations. This is where things like the internet were developed, or computers and other aspects of high technology, mostly at public cost and with the public taking the risks. It's been done under a Pentagon cover, which is a good cover for the electronics-based aspect of high-tech industry. And it went on for decades. I mean, computers and the internet were pretty much in the public sector for about 30 years before they were handed over to private corporations. And the same is true of almost anything else you look at. So it takes civil aviation, it's the largest export. It's almost an offshoot of the Air Force. That's why European and US and Japanese and other countries, one of the main reasons that they're so interested in developing military aircraft, immediate spin-offs into the civilian aircraft industry, which creates the huge tourism industry and so on and so forth. Or it takes just trade. I mean, it's based on containers. Where would they come from? US Navy. Tous les classiques qui étaient Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill, Malthus plus ou moins, tous les classiques de la création, de la pensée économique, intégraient une pensée sociale. C'était plus des philosophes sociaux que des économistes purs, comme on dirait aujourd'hui. Mais les néoclassiques, à partir de Léon Walras, en gros Auguste et Léon Walras, donc le père et le fils, milieu et fin du 19e siècle, vont inaugurer une espèce de pensée de la science économique qui se dit scientifique. Alors, se disant scientifique, elle se dispense de toute pensée morale ou philosophique. Donc, elle se vide de tout le souci qu'avaient les classiques jusqu'à Karl Marx, qui était le souci suivant: qui fait de l'argent? Pourquoi fait-il de l'argent?
a-t-il le droit de faire tant d'argent? Et est-ce juste? Est-ce injuste? Est-ce bon pour la communauté? Est-ce mauvais? Donc il y avait une dimension éthique dans la pensée économique. Et cette dimension éthique a été évacuée avec la pensée néoclassique, laquelle pensée néoclassique a ouvert la voie, le chemin à la pensée néolibérale, laquelle pensée néolibérale a ajouté à la pensée néoclassique, en plus de cette espèce de décret scientifique, nous sommes une science, donc nous faisons comme la physique, nous constatons que l'argent va de tel endroit à tel endroit, nous comptons, nous observons, nous classifions, mais nous nous gardons bien de porter un jugement, car la physique, qui est une science, qui est la science des sciences, ne porte pas de jugement. La force de l'économie, c'est qu'elle arrive voilà, comme une vérité d'évidence, comme une neutralité. Quelque chose, c'est un discours qui est neutre, qui ne dit ni le bien ni le mal, qui est scientifique, qui a la neutralité de la science, et donc qui arrive comme des choses normales. Il est évident qu'il est normal qu'il faut faire pression sur les salaires pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Il est évident qu'il ne faut pas d'inflation. Peu importe que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation ait accru les inégalités de façon phénoménale et conduit à la misère un certain nombre de gens dans des pays, ait accru les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, et créé une caste de rentiers qui sont en train d'occuper le devant de la scène, et fait disparaître le pouvoir des États, soit en train de briser la sécurité sociale. Peu importe toutes ces conséquences, il y a une vérité d'évidence, vous n'êtes pas pour l'inflation quand même. Vous n'êtes pas pour l'inflation. Or, si on regarde la vérité et l'histoire, on voit que les moments rarissimes où le capital a été un petit peu muselé, par exemple pendant les 30 Glorieuses, c'était plutôt des périodes inflationnistes où effectivement la part des salaires pouvait augmenter parce que les gens qui empruntaient pour construire leur maison ou des choses comme ça, eh bien, grâce à l'inflation, arrivaient à éponger rapidement leurs dettes. Maintenant, c'est une économie inverse, c'est une économie de rentiers. Alors, on pourrait dire plutôt, voilà, voulez-vous que ce soit les rentiers qui dirigent le monde? On préfère dire, vous êtes contre l'inflation, bien sûr. Voilà. Quand l'idée d'éducation nationale est apparue, en gros, c'est au 18e siècle. Tu vois, au 18e siècle, dans la foulée de la Révolution française puis des États-nations en Europe, est apparue l'idée que un espace démocratique public va supposer des gens informés de ce qui se passe dans le monde et va supposer des gens qui ont été habilités à réfléchir, à discuter, à prendre part à des discussions politiques. Il y avait deux institutions fondamentales pour assurer ça. Il y avait deux lieux là, par lesquels on va assurer que les gens soient capables de devenir, on employait le mot citoyen à l'époque pour désigner ça. C'était l'éducation, qui a donc comme fonction, pas la seule, mais une de ses fonctions importantes, c'est de former des citoyens, c'est de préparer des citoyens. De l'autre côté, les médias. On reviendra sur les médias peut-être plus tard dans la discussion, mais autour de l'éducation, c'est vrai qu'une des missions en droit, ça ne veut pas dire que dans les faits, ça a été bien joué, là. Ça ne veut pas dire que ça a été réalisé correctement non plus. Mais en droit, une des missions de l'éducation, c'était de former des citoyens, c'est-à-dire d'habiliter des gens à être capables de prendre part à des débats politiques en étant informés, puis en étant capables de penser aux questions politiques au-delà de leurs intérêts particuliers. C'était ça la chose importante. Pas de penser aux questions politiques, pas intervenir dans un débat économique, socio-politique du point de vue de mes intérêts égoïstes. Être capable d'en parler du point de vue du bien commun, du point de vue de l'intérêt collectif. L'éducation visait à former ça. Or, dans les transformations liées à ce qu'on appelle faussement, selon moi, le néolibéralisme depuis une trentaine d'années, on a vu que les institutions dominantes se sont rendues compte que c'était un enjeu important de l'éducation, qu'il était important de se l'approprier. Alors, on peut se demander si, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'ils pénètrent le monde de l'éducation? Alors, je pense que quiconque regarde le dossier se rend compte que c'est vrai. Du primaire jusqu'à l'université, ça varie selon les pays. C'est pas la même chose aux États-Unis, au Canada anglais, au Québec ou en France. Ça dépend de l'histoire de chacun des systèmes, ça dépend comment il s'est développé. Mais on voit une pénétration massive des corporations, des entreprises, du monde de l'industrie privée
dans le système d'éducation. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils le font? Bien, les réponses sont assez simples. Hein? C'est-à-dire que, d'abord, c'est un marché, l'éducation. C'est extrêmement rentable. Alors, il est intéressant de s'approprier ce pan-là de l'activité sociale et économique parce que c'est rentable. Ensuite, ça permet de s'approprier du cerveau des enfants. On peut le dire aussi brutalement que ça. Hein? Éduquer, c'est s'emparer du cerveau des gens. Alors, c'est une chose extrêmement cruciale, hein, extrêmement grave que de pouvoir s'emparer du cerveau des enfants. Ça demande une forte justification, et je ne suis pas sûr qu'on puisse en donner une simplement, une justification à ce fait-là. Mais quand les entreprises pénètrent le monde de l'éducation, ils visent à s'approprier du cerveau des enfants. C'est-à-dire qu'ils visent à transformer les sujets qui sont là. Et là, à partir de ce moment-là, on voit dévier de la formation vers la citoyenneté, du sens du bien commun. La formation, on la voit dévier vers les intérêts des entreprises privées qui s'approprient le monde de l'éducation. C'est pas la même chose quand on pense le monde du point de vue de la culture, du point de vue du savoir, en extériorité, que quand on le pense du point de vue de ce que nous donne telle ou telle entreprise. Tu comprends? Et donc, ce deuxième élément-là est toujours présent. Donc, appropriation d'un marché, appropriation du cerveau des enfants, et ensuite préparation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que l'éducation va aussi de plus en plus, dans la perspective que je suis en train de décrire, perdre ses autres fonctions de préparation à la vie civique, d'ouverture vers le monde, de pur plaisir de compréhension puis de connaissance désintéressée pour s'orienter vers l'asservissement au marché, c'est-à-dire la préparation de l'ensemble des sujets qui sont éduqués pour des fonctions économiques. L'éducation deviendra le prélude à la vie marchande, le prélude à l'emploi. Ça aussi, c'est extrêmement troublant. Puis on a vu ça depuis une vingtaine d'années, effectivement, oui, des transformations semblables, avec des résistances, hein, c'est important de le dire. De la même manière que ce phénomène-là se produit, en même temps se produisent des résistances, et c'est tant mieux. Channel One, c'est une compagnie donc américaine, maintenant cotée en bourse, et qui a lancé ce projet qui consiste à aller voir les écoles, qui évidemment manquent d'argent, et de leur dire, on va vous proposer du matériel, parce que vous n'en avez plus, on va vous fournir des télévisions, des magnétoscopes, en échange de quoi vous allez passer pendant X minutes, je pense que c'est 20 minutes par jour, des émissions à portée pédagogique que nous préparons. Alors, c'est des émissions qui, par exemple, peuvent expliquer l'actualité aux enfants. Alors, l'intérêt, évidemment, d'une chose comme celle-là, c'est qu'on s'adresse à une clientèle captive. Pendant X minutes par jour, donc, les émissions sont proposées. Et vous devinez qu'à travers ces émissions-là, il y a des publicités qui sont passées. Alors, on va mettre quelques minutes de publicité qui permettent à des annonceurs de s'adresser dans un contexte, dans un climat extrêmement privilégié à cette clientèle captive. Alors ça marche très fort en ce moment aux États-Unis. Chez nous, on a tenté de l'implanter. La compagnie s'appelait Athéna au Canada qui a tenté d'implanter ça. Ils ont fait des efforts soutenus pendant quelques années et largement, les gens ont refusé ici. Les commissions scolaires ont refusé. Il faut dire qu'on n'est pas dans l'état de financement des services publics qu'on trouve aux États-Unis. Mais ça représente un autre des assauts contre l'éducation qui est mené en ce moment. Et ça prend toutes sortes de formes, encore une fois, selon les pays, les régions. La compagnie Mobile présente des programmes sur l'énergie. Alors, vous allez apprendre la protection de l'environnement avec Mobile, comme vous allez pouvoir apprendre la nutrition avec NutraSuite. Je ne l'invente pas, mais NutraSuite a un programme pour apprendre la nutrition aux enfants, comme vous allez apprendre les vertus de l'ALENA avec une GM, comme vous allez apprendre la protection des forêts ou de l'environnement avec des compagnies qui sont principalement responsables de la déforestation. Donc, ultimement, ce modèle-là se répercute là, du primaire jusqu'à l'université, ce qui fait qu'ultimement, on pourrait avoir je le dis à moitié en blague, là, mais des départements d'écologie dans les universités qui vont être des endroits où on va justifier la pollution. Et c'est ça qui est troublant. C'est la perte de sens de certaines activités intellectuelles puis humaines que ça entraîne. Plus nous croyons devenir efficaces économiquement, il faut dire plus exactement financièrement, parce qu'on confond l'économie et la finance, hein, c'est multiplier l'argent. Donc plus on devient efficace dans la multiplication de l'argent, plus on perd du sens. Alors, est-ce que ça a du sens, par exemple, de dire que General Motors, je prends juste cet exemple, est efficace parce qu'ils ont fait 24 milliards de dollars de profit net dans la dernière décennie, mais en même temps, ils ont fait 300 000 chômeurs. Alors, est-ce que ça a du sens? D'un côté, on dit General Motors est efficace, mais que veut dire cette efficacité? On dit, par exemple, l'économie américaine plus efficace. Bon, et le plus efficace en indicateur financier, en indicateur de rendement sur capital investi, etc. Mais jamais les États-Unis n'ont eu autant de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté à l'américaine, bien sûr.
Jamais l'Amérique n'a eu autant de gens qui n'ont pas accès à des soins. 40% de la population américaine n'a accès pratiquement à aucun soin de santé. Jamais les États-Unis n'ont eu un niveau d'éducation aussi bas. 50% des Américains ne savent pas situer l'Angleterre sur une carte de géographie. Aujourd'hui, enfin, c'est quand même aberrant. Quand on a la télévision, quand on a tout ça, 50 chaînes minimum par maison. Donc voilà un peu, en gros, ce que j'appelle cette panne de sens. Nous devenons de plus en plus efficaces matériellement, économiquement, financièrement, mais écologiquement, socialement, politiquement, humainement, nous perdons de plus en plus de valeur et de qualité de vie. Voilà cette panne de sens. On ne sait pas en parler parce qu'il faut sortir complètement du discours économique dominant pour pouvoir commencer à mettre du sens. Autrement dit, il faut reformuler le problème depuis zéro. Or, le reformuler depuis zéro, il faut partir depuis Aristote. Aristote, déjà, avait dit, attention, ne confondez pas l'économique, qui vient de l'oikos nomia, la maison et la norme de conduite de la maison et de la communauté, avec la crématistique, qui est créma athos, l'accumulation de l'argent. Alors ça nous amène à la question de l'éducation. En éducation aujourd'hui, jusqu'à quel point enseigne-t-on Aristote? Qui connaît Aristote? Qui lit Aristote? Alors, si je dis Aristote, je peux en dire autant de Victor Hugo, de Jean-Paul Sartre, d'Archimède, etc., etc. Bon, passons. Alors, aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné. Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui, un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui, un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc, il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est ces employables? Ce sont ceux que je vois moi-même dans les universités dans lesquelles j'enseigne à travers le monde, c'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé, deuxième, troisième cycle, maîtrise, doctorat, c'est ce que j'appelle les technocrates, c'est-à-dire des gens des technocrates analysants, qui sont formés à analyser des problèmes, problem solving, et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving. Alors que l'intelligence, ce n'est pas le problem solving. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème, qui le met en énoncé, qui le met en termes de liens et de combinaisons, qui appelle une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se penche sur un problème déjà formulé pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, ce n'est pas lui qui est intelligent. Or, c'est ça qu'on nous fait croire. Donc, des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Et ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire « je souffre en plus ». Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire « je ne suis pas un être humain ». Alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains? Puisque lui dit « je n'ai pas d'état d'âme, donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain ». Alors,
Voilà les technocrates que nous formons au haut niveau. Au niveau intermédiaire, c'est ce que j'appelle les techniciens producteurs. Ces techniciens producteurs, c'est des serviteurs de machines, des servants de machines, depuis l'ordinateur jusqu'à la machine numérique qui débite des pièces de plastique ou d'acier ou d'aluminium. Eh bien, ces gens-là sont là pour faire en sorte que cette mécanique automatisée de production ne tombe jamais en panne. Et tout ce qu'on leur demande comme connaissance, c'est la logique de la machine ou de la série de machines dont ils ont la garde. C'est tout. Et encore plus, on leur demande simplement d'être capables de comprendre ce que la machine demande. Alors ce n'est même plus eux qui dominent la machine ou qui ont une espèce de supériorité humaine, de supplément d'âme ou de connaissance ou de sens par rapport à la machine. C'est l'inverse. C'est la machine qui dit, si tu es assez intelligent, voilà où la puce qui cloche, voilà l'endroit où il faut changer la carte, voilà, etc. Et puis s'il n'est pas assez rapide pour faire ça, il n'est pas bon. Alors, et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme? On ne forme plus. 45% de la main-d'œuvre des multinationales américaines en particulier sont analphabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça. Elles ne veulent pas qu'on leur forme le moindrement ces gens analphabètes, parce que s'ils ne sont plus analphabètes, ils vont se mettre à poser des questions. S'ils se mettent à lire des journaux, des analyses finales, ils vont se mettre à poser des questions. Ils vont se mettre à se syndiquer, ils vont se mettre à réfléchir. Donc, surtout pas. Alors, nous avons aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis encore plus, des diplômés du primaire et du secondaire qui sont à peu près dans une proportion qui est assez hallucinante, qui atteint chez nous en tout cas 1 sur 4 au Québec. Et aux États-Unis, si on regardait les vrais chiffres, je suis sûr qu'on approcherait de la même proportion, sinon plus, qui sont diplômés et qui sont analphabètes, qui savent à peu près ni lire ni écrire, mais ils ont un diplôme. Et ce diplôme primaire ou même secondaire, ils l'ont obtenu par l'ancienneté, tout simplement par la présence et par l'âge. Et ça arrange le système. Parce que quand vous avez des opérateurs à la base qui sont des bipèdes quasi décérébrés, c'est-à-dire à qui on n'a même pas appris à penser, parce que pour apprendre à penser, il faut apprendre à lire. Et il faut lire. Si je veux apprendre à penser, il faut que je lise Victor Hugo. Il faut que je lise des poèmes, il faut que je lise des philosophes, il faut que je lise c'est ça qui m'apprend à penser, des écrivains. Je ne peux pas penser sans me mettre des mots et des façons de manipuler ces mots dans ma tête. Alors si je n'ai pas ça, je ne peux pas penser. Donc, je peux devenir un excellent reproducteur du système qui ne pense pas et qui défend le système. Alors vous avez maintenant des ouvriers qui disent, et ça m'est arrivé, quand je vais dans des situations graves où il y a des fermetures, des mises à pied, etc., et puis je pose la question à des ouvriers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Très souvent, ils me disent, c'est la loi du marché, c'est la compétitivité, il faut qu'on soit plus compétitif que les Japonais, sinon ils deviennent les défenseurs du système qui est en train de les broyer. Tantôt, on a commencé notre discussion en essayant de voir comment il y a des réseaux par lesquels les idées circulent. Alors, dans le cas de l'éducation, c'est un peu la même chose. Alors, on va trouver des justifications idéologiques, des théoriciens, des gens qui ont pensé le monde de l'éducation en souhaitant sa transformation dans le sens que je vais décrire. D'un autre côté, on a aussi des institutions transnationales puissantes où on va véhiculer le même discours, puis forcer, inciter les acteurs, les gouvernements, les professeurs à adopter des pratiques conformes à ces idéaux. Et finalement, on va avoir des groupes de pression, des think tanks, où on va s'efforcer de réaliser la même chose. Alors, dans le cas de l'éducation, c'est assez frappant, parce que les trois se trouvent, tu vois. Le théoricien de l'éducation le plus influent des 50 dernières années, c'est pas un penseur de l'éducation ou un pédagogue, c'est un économiste. Hein? Alors, je dirais que vraisemblablement, le plus important théoricien de l'éducation, c'est un monsieur qui s'appelle Gary Becker. Alors, il est toujours vivant, il enseigne à l'Université de Chicago. Et ce qu'il a développé, s'explique en 5 minutes, c'est la théorie du capital humain. C'est l'idée selon laquelle l'être humain et ce qu'il sait constitue un capital dans lequel il faut investir et qu'il faut évaluer du point de vue de sa rentabilité économique. Alors, cette théorie-là, qui est la théorie du capital humain, qui permet d'appliquer des outils mathématiques de l'économie à la question de l'éducation, désormais envisagée comme du capital, un capital d'un certain ordre, mais qu'on peut comptabiliser comme tous les autres. Cette théorie-là était la plus influente dans le monde au cours des 50 dernières années.
Elle a été la plus influente, je veux dire, dans les lieux où ça compte, c'est-à-dire dans les lieux où on influence les décideurs, dans les lieux où on influence les États, dans les lieux où on influence les ministres de l'Éducation, dans les lieux où on influence ceux qui vont prendre des décisions sur l'éducation. Le deuxième théoricien qui va mettre en place les mécanismes qui vont s'imposer maintenant, c'est Milton Friedman. Alors, Friedman, le père de l'économie monétariste, qui lui va proposer un système de vouchers, c'est-à-dire de bons d'éducation. L'idée étant là encore de faire pénétrer les mécanismes du marché au sein de l'éducation et de mettre en concurrence les écoles les unes contre les autres. Ces deux conceptions de l'éducation, ces deux théories de l'éducation dont on parle vraisemblablement jamais dans les facultés d'éducation, sont probablement les plus influentes des pensées de l'éducation des dernières années. Et c'est elles qui vont circuler ensuite au Fonds monétaire international, au sein de l'OCDE, au sein de la Banque mondiale. On va analyser les systèmes d'éducation nationaux du point de vue de ces outils-là, en faisant des recommandations allant dans le sens de ces outils-là. Historiquement, on dit souvent qu'Hitler a inventé l'idée de propagande. C'est vrai qu'on va souvent lire dans les journaux ou ailleurs l'idée que Hitler, lors de la Deuxième Guerre mondiale, a compris le rôle de la propagande. Et c'est vrai que lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a compris l'importance de la propagande dans une société. Pourtant, il ne l'a pas inventé. Il l'a appris de nous. Quand je dis de nous, c'est-à-dire qu'il l'a appris des démocraties occidentales. Il l'a appris en particulier des Anglais et il l'a appris des Américains. On peut dire en gros que depuis l'avènement des sociétés modernes, deux tendances prévalent. La première dit il faut une démocratie participative où les gens sont au courant de ce qui se passe dans le monde et puissent en discuter, agir et influer sur les décisions qui sont prises. De l'autre côté, on a une vision du monde qui dit qu'il y a une partie de la population qu'il faut écarter. Il y a une partie de la population dont il faut s'assurer qu'ils ne s'occuperont pas des questions qui les concernent. Cette vision de la société, du monde et de l'économie, elle existe aussi dans notre culture. Et un des lieux où on l'a vu s'incarner de manière extrêmement forte, c'est pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Alors, pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis, le gouvernement élu avait été élu sur une promesse de non-entrée en guerre. Et peu de temps après son élection, pour des raisons qui tiennent à la politique intérieure en particulier et au rôle des industriels aux États-Unis, le gouvernement a décidé d'entrer dans ce conflit, de participer à ce conflit-là. Il s'est donc trouvé avec un problème grave, c'était de faire face à une population opposée à l'entrée en guerre. Pour résoudre ce problème-là, ils ont créé une commission qui porte le nom du journaliste qui va la présider, M. Creel. Cette commission s'appelle donc la commission Creel. Et cette commission-là va largement inventer les techniques modernes de propagande, les techniques modernes de façonnement de l'opinion, de préparation de l'opinion publique. Dans cette commission Creel, qui va réussir magnifiquement à accomplir le mandat qu'on y avait confié, c'est-à-dire qu'elle va retourner l'opinion publique en quelques mois. Dans cette commission Creel, des gens extrêmement célèbres et connus vont travailler, des intellectuels de renom, et aussi quelqu'un qui s'appelle Edward Bernays, qui est le fondateur de l'industrie moderne des relations publiques. Alors, ces gens-là, quand ils vont quitter la commission Creel ensuite, vont mettre sur pied des outils de communication à l'intérieur de nos sociétés qui sont encore présents aujourd'hui et qui font partie de l'ensemble des mécanismes de propagande. Alors, il y a là une visée politique extrêmement importante qui est vraiment d'exclure une partie de la population, de façonner l'opinion publique, de construire les consensus à l'intérieur de la société. Ces institutions qu'ils ont inventées, et je parlais des firmes de relations publiques, mais il y a aussi la conception moderne du rôle des entreprises, du rôle des relations publiques au sein des entreprises, de la communication sociale, des médias, du rôle des intellectuels, du rôle de la publicité, du rôle de l'information en général dans notre société. Tout ça va se mettre en place. Et c'est cette leçon-là qu'Hitler va retenir, avec raison d'ailleurs. Alors, comment se sont mis en place les mécanismes qui font aujourd'hui qu'on a une pensée unique? Bien, ils sont les descendants de ce que je suis en train de décrire. C'est-à-dire, ils sont les descendants de la commission Creel, ils sont les descendants, si on remonte encore plus loin dans le temps, ils sont les descendants de cette conception du politique selon laquelle une société doit, pour fonctionner, exclure une partie de sa population. Et je pense que c'est aussi ce qu'on trouve. Mais en même temps, si les acteurs que je décris sont extrêmement puissants, extrêmement forts, extrêmement nombreux,
il y a aussi un contre-discours qui se manifeste. Il y a aussi dans notre société des lieux où d'autres analyses sont proposées. Il y a des médias alternatifs, il y a des intellectuels, il y a des groupes sociaux, il y a des groupes communautaires où se prépare une nouvelle pensée. Donc, on a ce double phénomène-là. Et malheureusement, de manière massivement prévalente, la pensée unique existe, la propagande existe, puis elle remplit le rôle qu'elle remplit. Alors, donc, c'est à travers des mécanismes, des institutions comme celle-là, qu'une vision du monde, un vocabulaire, une manière de penser, une manière de concevoir le monde fait en sorte que certaines questions peuvent être posées, que certaines réponses peuvent être données, que certaines analyses peuvent être faites, alors que d'autres sont exclues. L'idéologie dominante actuellement, que j'appelle une idéologie ambiante, qui a sa face officielle, qui est la pensée unique, dont on parlait tout à l'heure, et qui a sa face officieuse, qui est finalement ce langage que les médias, ou cet ensemble de conduites que prescrivent les médias dans leur ensemble, cette idéologie-là, elle n'apparaît jamais comme une idéologie. Elle est présentée comme quelque chose de bien naturel, comme quelque chose qu'il est évident que l'on fasse. Doit être évident d'avoir une télévision. Comment peut-on ne pas avoir de télévision au XXe siècle ou à la fin du XXe siècle? Il est évident d'accepter le système publicitaire. Vous n'allez quand même plus, en 2000 et des poussières, mettre en cause le système publicitaire, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce qui est idéologique, tout ce qui est choix que le système a organisé et sur lesquels on ne nous a pas demandé notre avis, nous est présenté comme des évidences, comme des choses qui vont de soi et que l'on n'a pas même à discuter. Bon, ça, c'est très intéressant. Et alors, effectivement, à propos de la pensée unique, qui est une manière uniforme, partielle et sectaire d'interpréter l'économie ou de la faire, Alain Minck avait dit, ce n'est pas la pensée qui est unique, c'est la réalité. À partir de ce moment-là, il n'était pas question de mettre en cause ce que faisait l'économie libérale ou ultralibérale. C'était donné comme la réalité. Et donc, il fallait suivre la réalité. Alors, par exemple, la mondialisation, on va vous dire, c'est une réalité. Bien sûr que c'est une réalité, mais ça n'est pas nécessairement une bonne réalité. Or, l'idéologie dit, c'est une réalité, donc c'est valable, donc il faut aller dans ce sens-là. La globalisation, même chose. La privatisation, même chose. Ça se fait, donc ça doit se faire. Donc il fallait le faire, etc. etc. Donc on présente sous forme de fait accompli les choses qu'il faut faire accepter par les gens, au lieu de leur demander s'ils sont d'accord ou pas. Bon. Alors naturellement, ça rejoint ce que je disais dans mon livre sur le sophisme de l'inéluctable. La plupart des politiciens couvrent leurs actions, leurs choix, car ce sont des choix et des décisions, sous l'espèce de l'inéluctable. On ne pouvait pas faire autrement. C'était écrit. Les Américains font ceci. Or, tout le monde sait qu'en France, il se produit toujours ce qui se produisait 10 ans avant aux États-Unis. Donc, il fallait le faire en France. La société Renault a fermé une usine en Belgique. Bon. Pour, naturellement, restructurer et créer ailleurs d'autres usines qui faisaient le même travail, mais avec des gens qui étaient payés moins cher. C'était donc le fruit d'un calcul économique. Bon. Sur la fermeture de cette usine, le chef de l'État français a déclaré la chose suivante. La fermeture des usines, c'est aussi, hélas, la vie. Les arbres naissent, vivent et meurent, les plantes, les animaux, les hommes et les entreprises aussi. Alors ça, c'est un bon exemple, effectivement, de naturalisation de ce qui se passe, qui est en fait une dépolitisation. Donc, les gens sont donc obligés d'accepter comme étant naturel, comme étant indépendant de la volonté des politiques, un certain nombre de décisions qui, en fait, sont dépendantes. Voilà. C'est comme ça qu'on manipule, finalement, le citoyen et qu'on le dissuade de croire en son propre vote, à la limite. Aujourd'hui, le fonctionnement même des médias permet la création de la vérité. Évidemment, la vérité ne peut apparaître que de la confrontation, disons de la vérification d'une version qui est donnée
avec recoupé par un certain nombre de témoins. On sait à quel point, d'ailleurs, c'est difficile d'établir la vérité. On le voit avec les juges d'instruction, on le voit avec les scientifiques qui analysent, qui essaient de découvrir la vérité. C'est difficile. Mais aujourd'hui, dans le fonctionnement des médias, il suffit qu'à propos d'un événement, si vous voulez, tous les médias disent la même chose, la presse écrite, la radio, la télévision disent la même chose, pour que cette chose qu'ils disent, eh bien, c'est riche en vérité, même si c'est faux. On l'a vu pendant la guerre du Golfe, on l'a vu au cours de méga événements récents. Et donc, par conséquent, c'est établir cette espèce d'équation qui est fausse, bien sûr, que la répétition vaut démonstration. Et je relisais dernièrement Le meilleur des mondes, vous savez, Brave New World d'Aldous Huxley. J'ai retrouvé une phrase à un moment à propos de l'hypnopédie, vous savez, cette espèce d'hypnose par l'écoute que l'on fait faire aux petits-enfants quand ils naissent, pour les persuader d'être heureux d'être ce qu'ils sont. Et l'un des gestionnaires, des directeurs du centre de conditionnement, c'est comme ça ce que ça s'appelle, le centre de conditionnement, dit cette phrase, il dit « 64 000 répétitions valent la vérité ». Eh bien, nous sommes maintenant dans le monde d'Huxley. It's rather striking to see how every element of the neoliberal package is specifically designed to undercut democracy. It's rarely discussed, and people talk about its economic effects. But just think it through. Let's take, say, financial liberalization, core. For Keynes, the greatest achievement of the Bretton Woods system, the post-war system, was to institute financial regulation. And there's a reason. That provides space for governments to undertake programs that are supported by the population. If you have no constraints on capital flow, then you can attack currencies freely. Now, that creates what international economists sometimes call a virtual parliament of investors and lenders who can, I'm quoting from technical literature, it can carry out a moment-by-moment referendum on government policies. And if they think the policies are irrational, they can vote against them by capital flight or by attacks on the currencies and so on. The policies that are irrational are, by definition, those that benefit people but don't improve profit and market access and so on. And therefore, governments face what's called a dual constituency, their own population and the virtual parliament. And the virtual parliament usually wins, especially in poor countries. The rich countries sort of, it was modulated, you know, then. First of all, they didn't accept the neoliberal package as completely as
say, Latin America, but to the extent that they did, the effects are predictable. And the same is true of other elements of the neoliberal programs. So take, say, privatization, which became a mantra. Well, by definition, privatization undercuts democracy. Takes something out of the public arena and puts it into the hands of unaccountable private tyrannies that are created and supported by the state, which is what corporations are. Autrefois, la quasi-totalité des opérations des banques, c'est-à-dire jusque dans les années 70, étaient suivies. Parce que toutes ces opérations passaient via la Banque centrale française, qui donc avait une trace. Bon. Maintenant, le problème, c'est que les banques font des transactions de gré à gré. Donc elles ont sorti à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, si tu veux. C'est du chiffre d'affaires de gré à gré qui est en dehors du contrôle du marché. C'est un petit peu comme s'il y avait le marché normal, hein, et puis à côté un marché noir. Tu as un épicier où effectivement il y a les prix qui sont affichés, on sait ce qui se passe, que tu achètes, on compte la caisse à la fin, et puis à côté tu as du marché noir, tu ne sais pas ce qui se passe. Bon. Et la Banque de France dit dans ses bilans, elle dit, lorsqu'elle contrôle les bilans des banques, elle dit, bon, il y a à peu près la moitié des transactions que les banques font hors bilan, c'est-à-dire hors dehors de tout contrôle d'une autorité supérieure, que ce soit un trésor public, que ce soit une banque centrale, etc. Voilà. Alors ces activités hors bilan font que les États ne sont plus rien. Tu comprends? Tu as à peu près, je ne sais pas, mais il va y avoir minimum 500 milliards de dollars qui circulent tous les jours dans des fonds offshore, des trucs comme ça. Bon, il est évident que si une banque est emmerdée par un État, elle s'en fiche. Elle va tout de suite s'approvisionner avec une de ses correspondantes étrangères, une banque multinationale comme elle, sur un fonds offshore ou ailleurs. Donc elle n'a plus de problème. L'argent est libre maintenant, hors de tout contrôle de l'autorité publique. Alors le hors-bilan, c'est l'un des problèmes les plus graves qui soit, parce qu'il est évident que si on veut contrôler l'économie, il faut d'abord contrôler l'argent. Basiquement, c'est des contrats d'assurance. C'est-à-dire que tu t'assures sur des fluctuations futures, sur des fluctuations de taux d'intérêt, sur des fluctuations de monnaie. Tu passes un contrat avec quelqu'un, tu dois payer dans 6 mois, tu passes le contrat en dollars, d'accord? Bon. Et si le dollar monte, tu vas être bien emmerdé, parce que quand il faudra payer dans 6 mois, tu vas être obligé d'acheter des dollars qui valent 10% de plus aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un contrat d'assurance là-dessus. Tu prends un contrat d'assurance sur la valeur du dollar. Et un gars prend le risque à sa charge, donc il te fait payer un petit truc en plus, 3-4% au départ, mais quelle que soit la hausse ou la baisse du dollar, auquel cas il est vachement gagnant, si c'est une baisse du dollar, eh bien toi tu ne bouges pas. Donc tu as pris un contrat d'assurance. Donc c'est ça les produits dérivés. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il s'est créé une économie du risque, puisque les monnaies sont plus contrôlées, les flux de capitaux sont plus contrôlés, etc. Donc c'est une économie où on entretient le risque de façon à créer par-dessus ce système, un système de contrat d'assurance qui permet de couvrir les risques. Mais la différence avec les risques de type accident de voiture, c'est que les accidents de voiture, c'est tout à fait prévisible, parce que c'est la loi des grands nombres qui joue. Tandis que les risques qui sont sur les marchés financiers, ce sont des risques qui sont ce sont des épiphénomènes qui sont rares, que tu ne peux pas quantifier statistiquement. Donc ce sont des risques absolus que tu ne peux absolument pas prévoir. Donc en fait, ces contrats d'assurance qui coiffent l'économie normale créent une deuxième couche qui est encore plus risquée. Donc ce qui se passe, c'est que parfois, les gens se couvrent pour couvrir les contrats d'assurance. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Donc finalement, tu crées une pyramide de risques. Et effectivement, tu crées et puis des gens spéculent là-dessus. Donc tu crées une économie qui est purement spéculative en entretenant le risque. L'une des caractéristiques du capitalisme contemporain, c'est que c'est une économie où le risque financier est systématiquement entretenu et systématiquement marchandisé. OK? Voilà.
Bon, d'abord, la spéculation a plusieurs instruments. Et sans entrer dans les détails techniques, j'aimerais illustrer ce qui s'est passé dans la crise asiatique en 97, qui a mené en fait à l'effondrement des devises de plusieurs pays, et des pays qu'on catégorisait comme étant les tigres asiatiques, comme ayant une économie performante, etc. Il y a eu différents facteurs dans cette crise, mais je pense qu'un des éléments fondamentaux était la déréglementation préalable du marché des changes. Dans certains cas, cette déréglementation a été imposée ou voire même elle a été recommandée par le Fonds monétaire international. Maintenant, les spéculateurs, en fait, se sont emparés des réserves des banques centrales par un mécanisme qui est le suivant. Ils ont spéculé contre les devises nationales par ce qu'on appelle le short selling. Mais alors, mettons, je veux faire le short selling du won coréen. Alors, je commence à vendre des quantités énormes de won coréens qui sont livrables à une date future. C'est des contrats de 3 ou de 6 mois. C'est-à-dire qu'à l'échéance du contrat, je vais devoir livrer des quantités énormes de won coréens ou de baht thaïlandais. Mais je ne les possède pas. Alors, je peux en vendre autant que je veux. OK? Je veux vendre par milliards et milliards de dollars des won coréens. Qui est-ce qui rachète les won coréens? Eh bien, la Banque centrale de Corée, qui est tenue, selon les accords avec le Fonds monétaire international, de soutenir sa monnaie. Mais techniquement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la monnaie coréenne a chuté, quelques mois plus tard, les contrats de short selling viennent à échéance, et c'est à ce moment-là qu'il y a une appropriation des réserves de cette banque centrale, parce que la monnaie nationale ne vaut plus rien, et les spéculateurs n'ont qu'à racheter les won coréens sur le marché spot. Et ensuite, ils remboursent, ils remplissent les termes de leur contrat. Alors, la Banque centrale est en train de racheter sa propre monnaie, ce qui n'est pas très rentable, et en échange, ces réserves sont confisquées et vont dans les poches des grandes banques occidentales. C'est ça le mécanisme. Maintenant, les réserves sont mises à sac,
Et ceci veut dire que la Corée maintenant doit aller auprès du Fonds monétaire international et leur demander nos réserves sont à sac, on ne peut pas fonctionner sans réserve, on doit rembourser, en fait cet argent n'est même pas encore acheminé vers les créanciers, on doit rembourser les créanciers qui sont les spéculateurs. Alors que se passe-t-il? Lorsque le Fonds monétaire international octroie un prêt de l'ordre de 56 milliards de dollars, il y a la participation d'un certain nombre de pays, dont en fait il y avait 24 pays, parce que ça requiert des sommes absolument énormes. Alors, c'est le Trésor américain, c'est le Trésor canadien, c'est les principaux gouvernements occidentaux. Mais alors, pour que le Trésor américain ou le Trésor canadien ou d'un autre pays occidental émette un prêt de l'ordre de 56 milliards, il faudra qu'ils augmentent leur niveau de dette. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils commencent à vendre et qui commencent à transiger leur dette sur les places boursières. Donc, c'est le marché de la dette. Et qui contrôle le marché de la dette souveraine des pays occidentaux? Ces mêmes banques qui sont les spéculateurs. Alors, vous avez une espèce de circuit ici. On attaque la Corée, on vient à sa rescousse, on confisque ses réserves, on lui prête de l'argent à même les fonds publics des différents gouvernements occidentaux. Et pour augmenter l'endettement des pays occidentaux, il faut l'aval de ces banques, des secteurs bancaires privés qui sont les underwriters de la dette des pays. Donc, en fin de compte, tout le monde s'endette, sauf bien sûr les spéculateurs, qui sont les créanciers de la Corée, mais également les créanciers des gouvernements occidentaux qui viennent à la rescousse de la Corée par l'entremise du programme du FMI. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'économie coréenne est vouée à la banqueroute. Ses actifs bancaires et son industrie de haute technologie sont vendus à rabais. Et en fait, ce qui est en train de se réaliser, c'est le transfert de toute la richesse industrielle de ce pays vers des investisseurs étrangers américains, à tel point qu'en fin de compte, ces actifs sont pratiquement pris en charge pour des sommes absolument dérisoires. Je vous donnerai un exemple d'une des principales banques coréennes qui a été restructurée sur les recommandations du Fonds monétaire international suite à cette opération, parce qu'il y avait des conditions rattachées à ça. Eh bien, cette banque a été vendue pour 450 millions de dollars, c'est Korea First Bank. Elle a été vendue à des investisseurs de Californie et de Texas pour 450 millions de dollars. Mais une des conditions de cette vente, c'est que le gouvernement coréen finance les mauvaises dettes de cette banque par des octrois, par des subventions qui sont 35 fois le prix d'achat, c'est-à-dire de l'ordre de plus de 15 milliards de dollars. Alors, ces investisseurs américains arrivent en Corée et du jour au lendemain, ils obtiennent contrôle sur tout l'appareil financier local, les banques commerciales, et en même temps, ils détiennent les dettes des grandes sociétés coréennes comme Hyundai ou Daewoo, etc. Et ils sont en mesure de dicter la fracture de ces grandes sociétés. On sait que Daewoo maintenant a été vendu à General Motors, ou une partie. On sait que d'autres sociétés coréennes vont être vendues. Et alors, par un mécanisme qui, au point de départ, était basé sur la manipulation des marchés financiers, on prend possession d'une économie dans son ensemble.
Washington, où siègent la Banque mondiale et le FMI, va se mettre à dicter au reste du monde, surtout aux pays faibles, évidemment, aux pays les plus pauvres, aux pays en quasi-banqueroute, comment appliquer la bonne science économique. Ça va s'appeler les mesures d'ajustement structurel, ou le plan d'ajustement structurel, dicté notamment par le FMI, avec les prêts de la Banque mondiale à côté, aux différents pays qui vont être concernés. Alors, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays précipités dans le chaos à cause, justement, des mesures du FMI et de la Banque mondiale. Alors, il y en a beaucoup de ces mesures, ce serait trop long de détailler entre mesures d'ajustement des fondamentaux, mesures d'ajustement des cycles de court terme, etc. Bon, passons. Mais en gros, disons qu'on peut résumer ces mesures à peut-être 3 ou 4 les plus importantes. Première des mesures qu'on imposait à ces pays qui étaient en voie de cessation de paiement, donc de misère absolue, c'était le non-déficit gouvernemental ou la réduction du déficit gouvernemental, c'est-à-dire la réduction des dépenses de l'État. Donc réduire l'État, réduire les dépenses de l'État. Alors, privatisation, qui va acheter ? Des opérateurs locaux, il n'y en a pas. S'il y avait de l'argent local suffisant pour acheter des compagnies entières de pétrole ou de phosphate, de fer, le pays ne serait pas dans la misère dans laquelle il est. Donc, on en arrive à aggraver l'extraversion de ces économies des pays du tiers-monde ou des pays les plus démunis en faisant en sorte qu'ils bradent les derniers intérêts économiques qui étaient nationaux à des intérêts étrangers. Donc, ce sont des multinationales qui se mettent à acheter, en plus de délocaliser, puisque dans ces pays-là, évidemment, là, ça va être la vérité des salaires qui va nous expliquer ça, et la vérité des prix. Dans ces pays-là, il revient de moins en moins cher aux multinationales de produire que de continuer à produire dans leur pays d'origine. Mais en plus, ces multinationales vont pouvoir se procurer à vil prix des installations, des capacités de production, par exemple de production et de traitement de sucre, ou de production et de pré-traitement de pétrole, ou de gaz, ou de liquéfaction de gaz, ou d'acheminement de minerais, etc., à vil prix, qui ont coûté des années et des années à l'économie nationale de ces pays-là. Dévaluation de la monnaie locale, ça veut dire que tout d'un coup, pour des pays déjà pauvres, tout ce qui est importé devient tout d'un coup proportionnellement plus cher que le niveau de dévaluation de la monnaie. Par exemple, quand le franc CFA a été dévalué tout d'un coup de moitié, début des années 90, si j'ai bonne mémoire, eh bien, tout d'un coup, pour à peu près le tiers de l'Afrique ou plus, qui avait le franc CFA comme monnaie, se retrouve avec une monnaie qui a un pouvoir d'achat qui dégringole de moitié, du jour au lendemain. Donc, votre salaire qui vous permettait jusque-là de vivre avec un certain niveau de vie ne vous permet plus que la moitié de ce niveau de vie-là. Alors, ça, c'est une inflation immédiate de 100%. Alors, combiné à ça, le fait que les produits semi-manufacturés, les produits manufacturés, les produits raffinés, tout ce que vous voulez que l'Afrique, si je ne prends que l'exemple de l'Afrique, importe de l'étranger, donc l'Afrique de la région CFA, tout d'un coup, avec la dévaluation de moitié du franc CFA, tous ces produits-là sont 2 fois plus chers. Vous combinez ça avec les effets de la dévaluation localement de la monnaie, et vous avez des produits et services qui vous coûtent tout d'un coup 4, 5, 6 fois plus cher. Mais vraiment du jour au lendemain. Alors, vous ajoutez le temps et vous voyez tout ce que l'a fait, parce que les produits locaux qui sont faits à partir de semi-produits ou de produits semi-finis importés, ou qui ont besoin de liants, de collants, de solvants, de peinture, de je ne sais quoi importés, évidemment, sur l'onde un peu plus longue, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, deviennent 2, 3, 4 fois plus chers qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, si on mesure les effets sur d'obliger comme ça les pays, donc les plus pauvres où le FMI et la Banque mondiale interviennent, à accentuer la production des produits exportables, on les met en concurrence entre eux sur les mêmes produits. Par exemple, les pays producteurs de café se mettent tout d'un coup à produire tous
de plus en plus de café, le cacao, le pétrole, c'est le même cas. Bon, la bauxite, je sais pas, mais enfin, peu importe, le sucre, le blé, tous les pays, donc tous les produits pardon, de base, voient leur prix évidemment chuter parce qu'on assiste à une surproduction. Alors non seulement leur prix chute, les pays sont mis en concurrence entre eux, mais en plus tout cela se combine à l'effet d'inflation dont je viens de parler par la dévaluation de la monnaie et l'augmentation donc automatique de tout ce qui est importé par l'économie nationale. Donc on assiste à cette espèce d'inversion de l'intérêt de ces pays, alors qu'on prétend vouloir leur intérêt, déjà par ce premier phénomène, c'est que ça veut dire que tout ce qu'ils importent leur coûte de plus en plus cher, et tout ce qu'ils exportent leur apporte de moins en moins. Alors ils rentrent donc dans une spirale de surendettement qui fait qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2002, le service de la dette de la plupart des pays les plus pauvres, je parle de pays comme le Bangladesh, comme le Rwanda, comme je sais pas, le Burundi, comme le Togo, des pays comme ça qui sont déjà au 250e sous zéro, juste le service de la dette peut représenter jusqu'à 600 fois leur recette d'exportation. La vérité des prix, ça devient ceci. Plus de subventions pour les produits de première nécessité ou de dignité du citoyen, donc on ne subventionne plus les logements, on ne subventionne plus la santé, l'huile, le riz, je sais pas, etc. Bon, le transport, bon, on ne subventionne plus rien et on décrète la vérité des prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de dollars, tous les prix deviennent équivalents à l'échelle de la planète. Autrement dit, si vous voyagez en dollars, comme moi, donc, puisque je suis citoyen canadien, je voyage en dollars, avec des dollars, partout dans le monde, les mêmes produits et services vous reviennent à peu près au même prix. Alors que vous alliez au Cotonou, au Bénin, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, ou que vous alliez à Chicago ou à New York ou à Paris, votre chambre de Holiday Inn ou votre chambre de Sheraton, votre repas au Holiday Inn, vous le payez à peu près le même prix en dollars dans le monde. Bien. Mais à Cotonou, capitale du Bénin, l'un des pays les plus pauvres du monde, une nuit de Sheraton, où je vais dormir quand je vais à Cotonou, c'est 6 mois de salaire d'un employé de la fonction publique du Bénin. Un repas dans cet hôtel, dans le restaurant de cet hôtel de Cotonou, c'est 1 semaine de travail d'un petit fonctionnaire du Bénin. Après la vérité des prix, la vérité des salaires, en fait, ça consiste en une formule lapidaire comme ça, à faire glisser tous les salaires vers les salaires les plus bas par secteur. Et ce, avec le mouvement soi-disant de libéralisation ou de libération de l'échange. Alors je m'explique. Quand on décrète par exemple l'ALENA, zone de libre-échange Mexique, États-Unis, Canada, les salaires vont tout naturellement glisser du niveau américain vers le niveau mexicain. C'est ça qui va se passer, puisqu'on met en concurrence les travailleurs mexicains avec les travailleurs canadiens et les travailleurs américains. Alors, en délocalisant au Mexique, on prétend que l'ALENA a créé de l'emploi au Mexique, associé, etc. Bon, en termes nets, à peu près 6 ans, 7 ans après l'ALENA, eh bien, en termes nets, les salaires dans toute la région du Léon ou du nord du Mexique où se sont installées les multinationales américaines, qui ont fermé proportionnellement aux États-Unis. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a eu des suppressions d'emplois payés à des niveaux très élevés par rapport au Mexique pour créer, entre guillemets, des emplois au Mexique, mais payés infiniment moins. Alors, depuis les dernières 5 années, le niveau moyen des salaires dans cette région la plus active, soi-disant la plus riche du Mexique, où les multinationales américaines ont délocalisé, le salaire a baissé en termes nets de valeur d'achat de 23%. Ça veut dire qu'il y a 5 ans, un ouvrier chez General Motors installé dans le nord du Mexique pouvait survivre avec une famille d'un enfant, peut-être 2 enfants. Aujourd'hui, le même ouvrier
ne peut plus subvenir qu'aux besoins de sa propre personne, donc survivre tout seul. Et vous savez que quand, à la veille du sommet qui va se tenir dans le nord du Mexique, là, eh bien, on est en train de construire à Monterrey un mur pour cacher les bidonvilles. Il y a un mur de 3 mètres de haut qu'on est en train de construire sur des kilomètres pour que ceux qui viennent assister au sommet ne voient pas la pauvreté qu'elle a. Donc, alors, la vérité des salaires, c'est ça. C'est faire glisser les salaires depuis les plus élevés vers les plus bas par secteur. Et comme maintenant les secteurs les plus modernes comme l'informatique, l'électronique, etc., sont de plus en plus utilisables ou exploitables dans le tiers-monde, vous avez des compagnies aériennes complètes, par exemple, Swissair le faisait, je crois, d'autres compagnies aussi, de sidérurgie, tout ce que vous voudrez, qui font toutes leurs exploitations comptables, financières, informatiques, par exemple à Bombay, en Inde. Et à Bombay, un expert comptable qui vous fait le même travail qu'un expert comptable en Suisse ou au Canada vous coûte 100 fois moins cher. Un informaticien qui vous fait les mêmes programmes d'exploitation de vos avions vous coûte 200 fois moins cher. Donc, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qu'on appelle la vérité des salaires. Mais moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que toutes ces mesures, quand on les combine, rappelons-nous, depuis la dévaluation, les exportations, le paiement des services de la dette, les privatisations, rétrécissement du budget de l'État, qui est obligé de licencier, donc de fabriquer plus de chômeurs, etc. Toutes ces mesures combinées avec vérité des prix et vérité des salaires, eh bien, on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que les pays riches sont infiniment plus riches et les pays pauvres sont infiniment plus pauvres. Et moi, je vois avec effarement la Banque mondiale et le